exercice qui va se prêter tout à l'heure, Monsieur Fassine Silla, il est le ministre du Budget. Avec lui, nous allons échanger autour de l'élaboration du budget guinéen, autrement la loi des finances initiale et la loi des finances rectificatives. Quel rôle joue son département dans ce travail avec le ministre du Budget? Nous allons également nous intéresser à la mobilisation des ressources internes. Quelle stratégie mettre en place pour davantage accroître cette ressource, cette mobilisation? La Direction générale des impôts et celle des douanes atteignent-elles les objectifs assignés? Comment fonctionne donc la chaîne de dépenses? Toutes ces questions vont lui être posées dans cette émission et bien d'autres. Monsieur Silla, bonsoir. Bonsoir. Et m'accompagne dans l'animation de cette émission David Yombuno. Il est journaliste à la RTG. David Yombuno, bonsoir. Bonsoir Bakar, bonsoir aux téléspectateurs. En plus, vous avez d'autres fonctions là-bas, hein? Oui, je suis le rédacteur en chef adjoint du journal Parler. Et vous animez une émission. Grand angle. J'espère que le ministre du Budget sera un jour sur notre plateau. Et nous, on est sur le petit angle ici. David Yombuno. Merci. Alors, monsieur le ministre, on est au terme d'une année. Vous êtes le ministre du Budget. Comment se porte aujourd'hui ce département? Que faites-vous concrètement? Qu'est-ce que vous avez pu faire pendant l'année 2025? Merci beaucoup, M. Pogné. Merci, M. Yombuno. C'est avec un grand plaisir que je retrouve pour le second exercice ce plateau et m'accompagne également l'ensemble des cadres de mon cabinet. Et pour revenir à votre question, vous savez, l'État, c'est comme un père de famille. Vous avez des sources de revenus, mais également des sources de dépenses. Et vous prévoyez tout ce que vous allez avoir comme revenu, si c'est votre salaire, ce que vos entreprises vont vous rapporter, ce que la maison que vous avez fait louer vous rapporte. D'autres avantages. Des avantages que vous avez et surtout l'appui de votre cousin ou de votre oncle qui va vous venir en secours. Et à côté de ça, vous avez la scolarisation de vos enfants. Vous avez le manger, le quotidien, à assurer la popote. Vous avez votre maison à construire. Vous avez surtout des dépenses de santé pour votre famille. C'est ce que l'État fait à son niveau, mais à un niveau plus agrégé pour toute la nation. Et nous avons la lourde charge, et c'est ce que le président Mamadi Doumbouya nous a confié comme rôle, sous le leadership du Premier ministre Amadou Ouriba, de veiller à ce que l'État guinéen collecte comme recette soit bien utilisé pour les dépenses de la nation, tel qu'au niveau d'un père de famille. Et donc, c'est pour vous dire que quand vous parlez de ce département, vous touchez à tout ce que l'État peut faire au cours d'une année. Tout ce que l'État fait. Ah bon? Oui. Allez-y. Parce que vous ne pouvez pas faire quelque chose si vous n'avez pas d'argent. Bien entendu. Dans le monde où nous sommes aujourd'hui, vous pouvez compter sur des bonnes volontés, mais même ces bonnes volontés, c'est l'argent. Et donc, nous collectons l'essentiel des recettes. Disons 92 à 95% des recettes, à travers la Direction générale des impôts et la Direction générale des douanes. Et nous procédons à leur allocation à travers le ministère, à travers la Direction générale du budget. Mais une fois que les biens sont acquis, il y a un autre département qui est en charge de mesurer ce que nous avons à chaque fois. Et ce département-là, on a tendance à l'oublier, c'est la Direction générale de la comptabilité matière. Normalement, tout ce qui est ici et appartient à l'État, nous sommes censés savoir tout. Pour ne pas qu'on dise, on a acheté ça et ça n'existe pas dans les faits. Donc, vous voyez, on ne peut pas commander alors que ça existe. Et quel est son état? Et donc, vous voyez que c'est un ministère à vaste responsabilité et transversal. Et bien sûr, au cours d'une année, il peut y avoir des choses qu'un père de famille n'avait pas prévues. Les impondérables. Les impondérables de la vie. Ça arrive au niveau de la nation aussi. Ou que un de vos oncles vous avait promis qu'il allait faire un don. Ou qu'il allait vous faire un geste, ou un de vos petits frères
Mais au moment venu, lui aussi, il a des problèmes. Il ne vient pas en aide. Et là, il est obligé d'y faire face. Et donc, c'est ce que l'État aussi fait. Nous recevons des dons, mais tout le monde sait que depuis un bon moment maintenant, au niveau global, l'économie mondiale fait que la marge budgétaire des pays qui ont l'habitude d'assister ont des sérieux problèmes. Et donc, nous ne comptons que sur nous-mêmes. Et cela, c'est pas au pays de 1958 que je peux le répéter, mais avant, on parlait. Et maintenant, on parle de souveraineté nationale dans les faits et dans le concret. Ce qui fait que depuis presque 2 ans maintenant, on n'a presque pas eu d'appui budgétaire, à part quelques ajustements que je qualifierais d'ordre comptable. C'est-à-dire, vous devez à quelqu'un, il vous dit, OK, au lieu que vous me remboursez, je vous donne ça en don, quoi. On n'a eu qu'un seul cas pour ça, mais le reste, c'est nos efforts propres. Internes. C'est pour vous dire que tout ce que vous avez vu, les salaires qui sont payés à temps, parce que ceci, ça paraît tellement évident, mais c'est pas une évidence du tout. Il y a beaucoup de pays où, et même ici par le passé, on sait que les salaires retardent. Aujourd'hui, les salaires sont payés à temps. Et ça, c'est un acquis. Les hôpitaux reçoivent leurs subventions, même s'il y a des décalages. Mais au moins, quand vous allez, vous êtes soigné. Vous pouvez critiquer la qualité du soin, mais au moins vous aurez le soin. Je connais des pays développés. Si vous n'avez pas d'assurance, même si vous mourrez, personne ne vous regarde. C'est pas le cas en République de Guinée. Vous avez l'armée et les forces de défense. Nous sommes entourés d'États qui sont fortement déstabilisés par l'insécurité djihadiste et autres. Mais l'État guinéen renforcer ses capacités dans le domaine de la défense et de la sécurité. Fait que le citoyen dort tranquille et nos frontières ne sont pas menacées. Si vous savez les efforts qui sont déployés pour sécuriser ces frontières. Financièrement ou bien? Financièrement et humainement. Donc, ce qui fait que on ne se rend même pas compte. En fait, l'État fait un travail très ingrat. Quand tout va bien, personne ne se rend compte et personne ne se plaint. Mais dès que ça ne va pas, c'est des problèmes, tout le monde critique. Oui, mais parce que les gens payent les impôts et taxes pour ça, monsieur le ministre. Ils payent les impôts, je suis d'accord. Oui. Mais les impôts là pouvaient être mal utilisés. D'accord. Ce qui n'est pas le cas. En plus de sécurité, allez-y. Vous avez les investissements pour garantir le futur. La plupart de nos investissements, nous les faisons sur nos ressources propres. BND. Et bien sûr, il y a quelques institutions internationales qui nous aident, mais ces derniers temps, c'est plus sur le BND. Et après ces investissements, vous avez aussi une bonne partie. On a tendance à le sous-estimer, mais c'est une des parties les plus importantes. Le paiement des intérêts et le remboursement sur les dettes. L'État, c'est une continuité. Ce que vous avez emprunté, contrairement à une famille, quand votre père a contracté les dettes, bon, peut-être si le père de famille meurt, on peut faire des ajustements bancaires. Mais contrairement à un père de famille, l'État, lui, c'est une continuité. Depuis 1958 jusqu'à maintenant, tout ce que l'État guinéen a en actif comme en passif, ceux qui sont aux manettes actuellement, les assurent. Il y a des dettes qu'on paye jusqu'à ce que du temps de 2008, je vous dis pas ce qui s'est passé en 2008, que je sois très clair sur ça, une dette, on ne peut pas s'en passer. Une bonne dette, c'est ce qui permet au pays de se développer. Mais il faut bien que ce soit une bonne dette pour faire une bonne route, pour faire une bonne école, pour faire un bon hôpital. Et donc, voilà ce que mon ministère fait de façon générale. Mobiliser et faire une optimisation des ressources budgétaires allouées à chaque département, à chaque secteur, conformément à la politique générale du président de la République et du Premier ministre. Qu'est-ce qu'on veut faire? Quelles sont les priorités? Et ce sont ces secteurs-là que je vous ai cités en disant, voilà, assurer le bon fonctionnement de l'État, payer les salaires, payer ses dettes, assurer la sécurité, faire le bon fonctionnement des hôpitaux, l'éducation, les infrastructures.
Okay. D'accord, oui, David Diombono. Et aussi, allez-y, oui. Et aussi assurer la bonne représentativité de l'État à l'extérieur, à travers nos ambassades, qui sont aussi des sources de dépenses. D'accord, oui, allez-y. Alors, vous avez dit tout à l'heure que le département du budget, c'est un département transversal, et c'est vrai. Alors, vous avez énuméré pas mal d'activités que vous avez réalisées durant l'année 2025. Comment les résultats de ces activités-là se comparent-ils aux prévisions budgétaires initiales, par exemple? Merci beaucoup, M. Oui. Pour vous donner une idée d'abord, tout ce qui a été fait durant ces 4 dernières années, il y a eu une succession de succès. Okay. Je le répète bien, une succession de succès. Okay. Parce que je ne peux pas m'attribuer à moi tout seul. Mes prédécesseurs aussi ont beaucoup travaillé. Pour vous donner une idée, on est passé de 19 milliards, grosso modo, 19 000 milliards de recettes. Aujourd'hui, on est à 40 000 milliards. Donc ça... Plus du double. Plus du double, oui. En 4 ans. Plus de 100%. 100%. En 4 ans. C'est inédit. C'est inédit. Et rien que cette année, on a fait 27% d'augmentation. L'année passée, on avait fait 40% d'augmentation. Ce qui fait que nous arrivons à faire ce que le président Mamadou Doumbouya appelle la souveraineté économique. Ne compter que sur nos propres moyens. Et qu'est-ce qui nous a permis d'avoir des résultats comme ça? Bien sûr, il y a eu le boom économique. Dans le domaine des mines. Dans le domaine des mines, comme dans tous les domaines, il y a eu des effets d'entraînement sur tous les autres secteurs. L'économie de la Guinée en 2021 est différente de l'économie de la Guinée en 2025. Si elle reste encore très informelle. Non. Allez-y. Il y a beaucoup de secteurs qui se sont développés. Qui se sont formalisés aussi? Qui se sont formalisés. Je vous accorde, les mines prennent toujours le lead dans ce domaine. Ouais. Mais si on n'était pas organisé, on allait voir toutes ces recettes et autres là nous filer sous le nez. Mais c'est parce qu'on a mis une organisation en place qui nous a permis d'arriver à ces résultats. Et c'est là où je réponds à la question de M. Boudou. Qu'est-ce qui nous a permis de répondre? Nous avons mis tellement de réformes. Parce que, vous voyez... Quelques-unes. Quand vous construisez une maison, un bâtiment, tout le monde le voit. Mais les réformes, c'est les plus difficiles. Et c'est elles qui produisent des effets. La modernisation du système de l'administration à travers le système SAFIC 2. C'est-à-dire, digitaliser tout le processus de collecte des impôts. Donc les paiements se font maintenant de manière tout est la déclaration, tout. Et donc, vous réduisez le facteur humain et donc le risque humain. Le renforcement du système Sidonia qui existait déjà à la douane, on l'a renforcé et on l'a étendu à tout. L'intégration obligatoire de la plateforme du guichet unique, c'est qu'on appelle le guichet, à tous les paiements. Avant, c'était pas systématique, mais maintenant, c'est systématique. À tous les niveaux. Et maintenant, ça c'est au niveau des recettes. Au niveau des dépenses, maintenant, vous avez le système SONEA qui rend autonome. Facilité dans les différentes langues du pays. Et effectivement, ça facilite le système de paiement au niveau de nos collectivités territoriales, notamment au niveau des préfets et des gouvernorats. Et ça, nous l'avons déployé. Et les subventions à l'électricité, la production régulière de la loi des finances, des lois de règlement, chose qui n'était pas évidente avant, et l'ouverture anticipée de la chaîne de dépenses. Avant, il fallait attendre 3 mois, en début mars comme ça, pour que les dépenses de l'État commencent à être exécutées, pour l'exercice en cours. À notre prise de fonction, et avec l'aide de mon cabinet et de tous mes collaborateurs, nous avons fait en sorte que dès la première semaine du mois de janvier, la chaîne de dépenses s'ouvre et commence immédiatement. Ça a été une révolution majeure. Et aussi, on a récemment fait quelque chose d'exceptionnel, qui est l'incitation fiscale pour améliorer les conditions de vie de nos populations, à savoir tout ce qui est acquisition de matériel électrique et de véhicules. On a réduit drastiquement les taxes sur tout ceci. Et donc, toutes ces mesures-là, je ne peux pas les citer toutes ici, qui nous ont permis d'arriver à ces résultats. Et nous continuons, et nous allons en faire davantage.
Vous allez en faire davantage, si vous permettez. Okay. Au niveau du recouvrement du fisc, quand vous prenez, monsieur le ministre, la sous-région, on est aux alentours de 18, voire même 20%. La Guinée, on est encore à 13% et vous vous félicitez des avancées. Est-ce que vous pensez à élargir l'assiette fiscale ou ceux qui contribuent, c'est à ce niveau, vous continuez à récupérer pour davantage, comme vous le dites, atteindre des résultats? Vous avez raison. Pour mesurer le prélèvement, le niveau de prélèvement d'un État, donc comment on collecte les recettes, c'est sur la pression fiscale qu'on la mesure. Vous avez dans certains pays jusqu'à 39% du PIB. C'est-à-dire, ce ratio, c'est les recettes fiscales sur le PIB. La raison étant que plus votre PIB augmente, plus vous devez collecter des recettes. Avant, nous sommes au combien à date? Nous étions autour de 15%. Nous étions autour de 15%. Mais avec le rebasage, c'est-à-dire on a réévalué notre PIB, nous sommes autour de 11 à 12% maintenant. Mais il y a beaucoup de chiffres qui sont jetés là, ici et là. Moi qui ai eu la chance de m'intéresser à ces questions quand j'étais au FMI, j'ai vu que dans la sous-région, il n'y a que le Sénégal qui nous dépassait, qui était dans les 18-19%. Le Mali et le Burkina, compte tenu du fait qu'ils ont été contraints, sont allés jusqu'à 18% ces derniers temps. La Côte d'Ivoire était dans les 12 et quelques %. Et j'avais fait un constat également. Plus les pays sont mieux dotés en ressources minières, plus ils ont tendance à s'intéresser au prélèvement fiscal. Ce qui fait que vous avez le Nigeria qui est dans les 6%. Et donc, nous, on est vraiment à un moment où on est à 14, on a pu ramener ça jusqu'à 15%. Maintenant que le PIB a été réévalué à la hausse, parce qu'on est passé d'un PIB de 24 milliards de dollars à un PIB de 36 milliards, forcément, le dénominateur augmentant, le numérateur doit augmenter si on veut garder le même niveau de performance. Et c'est là où tout le défi qu'on a, bien qu'on fait des chiffres d'année en année, qu'il y a de la marge encore. Donc, mes équipes et moi, nous allons nous employer à vraiment coller à ce statut et faire en sorte que des projets miniers ne viennent pas occulter nos efforts de prélèvement. Le plus grand défi qu'on a dans ce domaine, allez-y, monsieur le ministre. Le plus grand défi, c'est le fait que notre économie est informelle. Personne ne veut payer les impôts, tout le monde veut rester à Madina ou à Nyengema. Dans les autres pays, tout le monde paye la dette, l'impôt. Mais ici, les gens aiment bien qu'on améliore les chiffres, mais personne n'aime payer. Justement, il appartient à l'État, non, de pousser les gens à votre département. À payer, à votre département. Exactement, et c'est ce que nous faisons. La digitalisation va dans ce sens, la sensibilisation, et chaque année, on a une journée une journée de sensibilisation de civisme fiscal qu'on a organisée à Zérékoré lors de la première année. Cette année, on l'a organisé ici. Mais en tout cas, nous comptons beaucoup sur la sensibilisation. Par la répression? La répression, bien après, elle se passe, elle se fait, mais de façon ponctuelle. Vous savez, notre système, notre régime est un régime déclaratoire. C'est-à-dire, quand vous déclarez, c'est bon, on vous fait confiance. Mais quand on vous contrôle et que vous n'avez pas payé, on fait des redressements. Et là, ça va chauffer pour vous. Et nous faisons beaucoup d'efforts en matière aussi de formaliser les entreprises non formelles. Alors, monsieur le ministre, quand on fait le budget, il y a des défis des fois qui attendent parmi les défis. Il y a, par exemple, l'inflation. Quand on fait le budget, par exemple, en janvier, le franc guinéen par rapport au dollar, par exemple, par rapport à l'euro. En juin, ça pourrait varier. La tendance peut être. Alors, comment vous avez fait pour relever ces défis économiques, notamment l'inflation? Vous avez parlé des réalisations, des infrastructures, le financement des structures sanitaires, des écoles.
le défi par rapport à l'inflation, comment vous avez fait pour relever ça? Il n'y a pas que... Comment vous le gérez? Ouais. Voilà, comment... Il n'y a pas que... gérez? Il n'y a pas que l'inflation. Ok. Il y a beaucoup de... Il y a surtout la non-réalisation de ce qu'on avait prévu comme recette. Vous pouvez compter sur une entreprise qui est un gros pourvoyeur en matière fiscale et qui a des difficultés financières. Un choc mondial, par exemple. Et là, ça devient un grand défi. Ça devient un grand défi et on le gère de deux manières. La première manière, c'est de créer un déficit. Et déficit égale endettement. C'est-à-dire, j'ai réalisé une telle dépense, j'avais prévu une telle dépense, mais les recettes qui devaient s'adosser dessus ne sont pas venues. Donc, j'emprunte pour financer le déficit. L'autre façon de le gérer, c'est de ne pas le faire. La dépense en question. Et de différer cette dépense pour l'année prochaine. Il y en a eu cette année? Il arrive toujours, surtout au niveau des investissements. Quand on a prévu des actions et qu'on voit que à la mise en œuvre, il n'y a pas une grande maturité ou qu'il y a eu des impondérables dont l'État n'est pas du tout responsable, on préfère, au lieu de faire un mauvais investissement, on diffère en mettant plus d'actions pour corriger. Ça, c'est un. Et aussi, on peut, dans certaines dépenses, il peut y avoir des dépenses qui dépassent complètement les prévisions. Et ça aussi, on fait des ajustements. D'où la loi des finances rectificatives. Et c'est notre manière globale de prendre tous ces ajustements en compte. C'est au milieu de l'application de la loi des finances initiales, oui. La loi nous permet de faire autant de lois des finances que possible. Pour rectifier. Autant de lois finances. Pour réajuster. D'abord, dès que les recettes, on ne dit même pas les dépenses. On dit même les recettes. Dès que les recettes augmentent d'une façon extraordinaire. Inattendue. On doit faire une loi des finances rectificative. C'est ce qu'on... Et quand ça baisse aussi, c'est la même chose? C'est la même chose. Au niveau des dépenses, la même chose. C'est ce qu'on a fait tout récemment au mois de novembre. On a toujours entendu souveraineté politique. Ces derniers temps, le slogan qui revient, c'est la souveraineté économique. Aujourd'hui, on voit beaucoup de réalisations, des infrastructures routières, des ponts, de franchissements. Vous avez parlé tantôt de EDG. Est-ce que votre département est la clé de voûte pour atteindre réellement cette souveraineté économique? Si oui, comment, monsieur le ministre? Pour être concret en matière de souveraineté économique, parce que c'est des notions ou concepts qui peuvent être vagues comme ça. Mais concrètement, chez nous, cette année, ça s'est matérialisé par quoi? Allez-y. La revalorisation des salaires. On est passé à plus de 35%. L'argent là est venu d'où? De nos efforts de collecte. Vous quittez là-bas la couverture sanitaire des agents de l'État. Donc 18% de la part contributive de l'État. La CNPS. Mais ça vient d'où? Les mêmes efforts. De la même mobilisation. Vous prenez le recrutement de plus de 20 000 agents. De nouveaux agents. Des nouveaux agents. Depuis 2024. 23% des effectifs. Ça vient d'où? Même chose. La gratuité de la carte d'identité nationale et des extraits de naissance. C'est pas quelque... D'habitude, les pays, quand ils font ce genre de choses, ils disent, on a besoin d'un tel bailleur de fonds pour nous aider et autres. Nous l'avons fait sur nos fonds propres. Exactement. Vous prenez le niveau de secteurs sociaux de base, tel que le renforcement du financement des cantines scolaires. Un projet auquel je tiens beaucoup. On est passé de 5 milliards à 40 milliards. Pour que, vous savez, quand un élève est bien nourri à l'école, on atteint plusieurs objectifs. Parce que l'enfant d'aujourd'hui, c'est l'adulte de demain. On a toujours tendance à oublier ça. C'est pourquoi l'affaire de cantine, là, on a mis sous le leadership du président Mamadi Doumbouya, on a mis beaucoup d'efforts dans ça. Ça, c'est pas fini. Et là, vraiment, souveraineté économique. Souveraineté économique. J'aimerais vraiment qu'on s'accentue ça. De façon concrète. Vous savez, les centres orthopédiques, quand on est venu ici, il avait un budget dérisoire. Et ne vous dites jamais que je n'aurais pas besoin de ce service. Nul n'est à l'abri d'un accident. Ce centre orthopédique, quand vous allez là-bas, vous avez pitié. Et
Ça peut changer la vie de quelqu'un qui a été estropié. Les accidents de moto et autres qu'on a maintenant. Parce que tout est lié. Plus de motos, plus de comportements. La vie, c'est une chaîne. Exactement. Yeah. Plus de comportements inciviques dans la circulation. Plus d'impact. d'accidents. Ouais. Et des estropiés. Et on se retrouve... Il faut que l'État arrive à faire ce qu'il doit faire. Et donc, ce centre orthopédique, par exemple, on a augmenté substantiellement ses ressources. Vous quittez là-bas au niveau des engagements nationaux. Avant, pour organiser des élections et des référendums, on allait jusqu'à saisir le salaire des gens pour la contribution, pour que la contribution, de façon, évidemment, il y avait un peu de démagogie, en disant non, ça c'est votre contribution pour l'élection. Ou bien on tend la main aux bailleurs de fonds. Surtout. Mais cette année, l'élection. Le référendum, c'est vous qui l'avez financé? Le référendum et l'élection, c'est la Guinée qui l'a financé. C'est pas nous, c'est la Guinée. Ça, c'est à travers votre mobilisation. À travers la mobilisation. Rien d'autre. C'est ça qu'on appelle souveraineté économique. Vous quittez là-bas. L'indemnisation des victimes des événements malheureux du 28 septembre 2009. L'enveloppe était consistante? C'est consistant. Je peux vous donner, il n'y a pas allez-y, de allez-y, donnez le chiffre. C'était 109 milliards. 109 milliards. Dans un premier temps. Et la prise en charge du PNR avec le recensement PNR, ça a été fait aussi. Et le recensement... GPH4. Oui, bon, il y a eu quelques accompagnements techniques. Ouais, technique. Mais ça s'est limité là. Alors, vous prenez maintenant le renforcement de l'administration, l'acquisition des véhicules. D'abord, le renouvellement du parc automobile des gouverneurs et des préfets. Mais cette fois-ci, depuis l'indépendance, on est allé jusqu'au sous-préfet. Une première. Ouais. Et cette action-là, il faut pas la négliger. Non. Parce que il faut que les sous-préfets soient bien logés et que les sous-préfets aient des bureaux qui sont dignes de l'État qui les représente dans ces contrées. Donc voilà, en termes concrets, ce que c'est que la souveraineté économique. D'accord. Abaka Kondé, avec votre permission. Ouais, alors, vous avez cité beaucoup de réalisations, beaucoup d'actions dans lesquelles le gouvernement guinéen a exprimé sa souveraineté économique en 2025. Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu des investissemements étrangers durant l'année 2025? Aussi. S'il y en a eu, bien sûr. Des investissements étrangers? Oui. Des capitaux étrangers. J'ai pas le chiffre exact. OK. Mais en tant que témoin économique et citoyen guinéen, jamais un pays n'a été attractif comme l'est aujourd'hui la Guinée. Vous imaginez, on vient d'absorber 20 milliards d'investissements pour le projet Simandou. Oui. Et à des périodes troubles. Et on n'a pas, quand je dis trouble au niveau international. OK. Mais on vient... La géopolitique. Ouais. On vient d'assister à l'inauguration au début de cette année à la réalisation de la raffinerie d'alumine de Bofa. Une première. Parce que la première raffinerie d'alumine de Fria a été pensée par le colon. On n'a fait que hériter de ça. Et voilà même ce qu'on en a fait. Mais avec le président Mamadi Doumbouya, on fait de nouveau. Et c'est pas la première. Ça va pas être la dernière. Il y a 2 autres qui sont déjà prévus. Je vous annoncerai pas ça ici. Mais en tout cas... Et pour quelle fin, monsieur le ministre? Justement. Il y aura des suspense? Oui. Non, en fait, il faut être prudent dans ces annonces. Par les actes et non mais par les annonces. Il y aura beaucoup d'investissements étrangers dans ce sens. Okay. Et surtout dans le secteur minier. Et pas que dans le secteur minier, dans le secteur des infrastructures, notamment d'énergie aussi. Et beaucoup de choses se passent. Et puis vous voyez, quand le pays bénéficie d'une stabilité qui est garantie par un leadership rassurant, comme le leadership du président Mamadi Doumbouya, ça attire automatiquement l'investissement et l'investisseur. Parce que tout ce que l'investisseur n'aime pas, comme on le dit dans nos quartiers, l'argent n'aime pas le bruit. Pas du tout. Donc nous faisons appel à tous les Guinéens. Et ça, c'est le politique qui vous parle. Que on n'a qu'à maintenir cette paix. Il faut pas que quelqu'un vienne nous dire que il faut la démocratie, il faut ceci, il faut cela pour se développer. Non! La Chine, le Singapour et autres pays sont là pour nous prouver que le pays a besoin de plus de stabilité pour se développer qu'autre chose. Toute autre voie est une voie qui nous amène vers
des lendemains pas sûrs. Incertain. Regardez, monsieur, laissez-moi insister sur ce point. D'accord. Pour la première fois, on a eu des élections ici, sans effusion de sang. Quand on a eu l'élection référendaire. Avant une élection ici, c'était toujours mort d'homme. Et ça, tous ces facteurs sont des facteurs rassurants pour un investisseur. Et donc, votre question sur les investissements directs étrangers, qui sont un facteur extrêmement important pour le développement d'un pays, quel que soit le mouvement de souveraineté que vous déployez, n'est déclenché que principalement que par la stabilité du pays. Vous avez parlé tout à l'heure du projet Simandou avec les 20 milliards de dollars investis en Guinée. Première question, quels sont les avantages, la plus-value pour notre pays? Et aujourd'hui, on ne parle que de 15% du taux de participation. Est-ce qu'il y a d'autres impôts, d'autres taxes qui peuvent être bénéfiques pour notre pays? Si oui, que comptez-vous faire pour les collecter et rigoureusement? Pour cela, on a été associés de bout en bout pour bien collecter. Et on a fait... On en a d'abord, il faut d'abord dire aux téléspectateurs qui suivent cette émission que oui, il y a des taxes et autres impôts qui peuvent être perçus. Mais c'est plus important que la participation des 15%. Je vous donne toujours... Expliquez-nous. Je vous donne... Les gens se focalisent sur les 15%. D'abord, pour commencer, ils font des comparaisons erronées en disant oui, CBG avait 49%. Mais je préfère avoir 15% de 20 milliards que 49% de 600 millions ou de 500 millions. Vous voyez, en termes de marge, en termes de valeur absolue, il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas match, oui. Et deuxièmement, c'est quand un fleuve ou bien une source d'eau vous appartient et que la population a besoin de l'eau, mais vous n'avez aucun moyen. Pour vous, ce qui vous intéresse, c'est que la population ait de l'eau. Ou bien, c'est vous de dire, non, le puits qui va être réalisé ici, je vais avoir 50% de ça. Qu'est-ce qui est plus important pour vous? C'est pour que la population ait de l'eau. C'est l'accès de la population à l'eau. Exactement. Et l'eau potable, surtout. L'eau potable. Yeah. Donc, une fois qu'on a les bénéfices de Simandou, c'est plus important que dire que ça m'appartient. Quelque chose peut vous appartenir, ça ne devient que des pertes pour vous. Mais quand quelque chose... À la base, c'est la montagne qui est là. Exactement. À la base. À la base, c'est rien du tout. Ça peut rester comme ça des siècles et des siècles. La preuve, on les a trouvés ici. Oui, absolument. Et donc, il faut extraire. Il faut extraire. Et on n'avait pas les moyens pour tout ça. Avant, les négociations qui ont été faites avant l'arrivée du président Mamadi Doumbouya, on avait 0%. Tout ce qu'on demandait, on se contentait des taxes et de toutes les retombées. On a fait la chose suivante. Avec 0%, il y avait quelqu'un qui avait signé ce contrat? Mais oui, je ne les condamne pas, il ne faut pas les condamner non plus. Non, il faut c'est des pratiques. Rien, 0%. C'est des pratiques qui sont là. Okay. C'est des pratiques dans tous les autres, il n'y a pas qu'en Guinée. L'État vous donne la chose à exploiter, il vous donne un permis et je suis pas bien placé pour le dire. Ouais, on aura le ministre des Mines. L'État vous donne. Non, surtout vous, c'est d'ailleurs le volet collecte. Voilà, justement. Mais la question, elle est importante. C'est lié parce que la finalité de tout ça, c'est collecter. D'accord. Et dès qu'on dit collecter, c'est nous. Ouais, exactement. Je vais vous dire. Vous avez été associé. Dès le départ, souvent, qu'est-ce qu'on fait? On exonère les compagnies pour leur donner un congé fiscal pendant à peu près un bon bout de temps. Un bon bout de temps. Ici, dans le cas du projet Simandou, c'était 8%. Quand le général Mamadi est venu, il dit non. Pendant les 8 ans là, vous payez l'impôt minimum de l'OCDE, du pilier de l'OCDE. C'est-à-dire, tous les pays développés ont dit que quand vous ne payez pas l'impôt dans le pays de production, vous allez payer la même impôt dans le pays d'exploitation. Donc, vaut mieux que vous payez dans le pays d'exploitation. Et le minimum sur lequel ils sont entendus, c'est 15%. Donc, on dit, pourquoi on va exonérer une entreprise? Donc, dès la première année... Parce que le premier bateau a bougé, là. Dès la première année, ils paieront 15% de bénéfices. Et dès après, les 8 années maintenant, et quand les 8 années sont finies, vous imaginez, pendant les 8 ans, ils ne devraient rien payer. Mais avec le président Mamadi Doumbouya, il paye 15% déjà. Rien à voir avec les 15% de notre participation.
Ça, c'est au titre du pilier de l'OCDE. Et dès la première année, on collecte. Et jusqu'à 8 ans. Et quand les 8 années vont passer maintenant, on passe au régime normal. Des 33% ou des 25%. Ça, c'est un. 2, il y a des taxes sous chaque, même quand ils respirent, je dirais, on leur prélève quelque chose. Vous les taxez. Je peux pas vous dire tous ces détails. D'accord. Mais nous voulons être rassurés que on prélève tout. Et on a été associés. Et pour nous, même pas qu'il y ait des quiproquos dans les prélèvements ou dans les interprétations, nous sommes assis pendant des heures et des heures, faire un manuel, comme quand on monte dans l'avion. Qu'est-ce qu'on fait? Étape par étape. D'accord. Ces manuels bientôt vont être ratifiés. On se tourne vers l'écran de droite pour recueillir quelques questions des citoyens. Vous pouvez la toute première question. Comment le ministère accompagne-t-il? C'est de Ali Badra Kalo. Oui, Matoto, Simbayagar, secteur Bolonta. Ouais. Comment le ministère accompagne-t-il les PMI dans leur formalisation et leur fiscalisation? Bon, on a toute une entité dans notre département qui s'occupe de ça. Et c'est le département du CGA. C'est pour la formalisation. Le principe est simple. On dit, on va vous aider à avoir une comptabilité et tout ce qu'il faut pour vraiment faire comme si vous étiez une entreprise normale. Mais pendant cette période-là, au moins 5 ans, vous ne payez pas d'impôts. Si c'est ce qui vous effraie, vous n'allez pas payer des impôts, en tout cas pendant 5 ans. Et on a eu beaucoup de succès. Et même avant l'installation ou la formalisation de ce système, on a un ambassadeur en la matière, c'est le groupe Sonoko, qui est passé de l'informel au formel. Souvent, on le prend pour qu'il vienne expliquer à tous ces acteurs que vous pouvez être un vendeur. Quels sont les avantages liés à la formalisation? Parce que quand vous ne formalisez pas, vous ne bénéficiez pas de prêts. Vous n'allez jamais grandir. Et vous n'allez jamais contribuer à la société comme une entreprise formalisée. Et même les contrats de l'État, c'est un peu compliqué. Non, vous ne pouvez pas. Pas d'accord. D'accord. Question numéro 2. Oui, question numéro 2. Comment le ministère assure-t-il de l'efficacité, de l'impact réel des dépenses publiques? Toujours de Ali Badra. Ça, c'est une question difficile. Pourquoi je dis que c'est une question difficile? Parce que ça ne relève pas que de notre ministère. C'est transversal. C'est transversal. Il y a un contrôle à tous les niveaux. Nous, d'abord, pour commencer, nous avons nos démembrements dans tous les ministères. Comment vous les appelez? Les DAF, voilà. Direction des affaires administratives et financières qui relèvent de nous. Et puis, on a aussi nos représentants qui sont les chargés de comptabilité matière et même les chefs comptables aussi. Donc, on s'assure que ce qui est dicté au niveau central, au niveau de la loi des finances, c'est ce qui est appliqué. Qui est en train d'être exécuté. Donc, c'est notre moyen le plus évident. Mais à part cela, il y a d'autres structures. Non, d'autres structures de l'État pour vérifier. Toujours la même personne. Ali Badra Kalo, toujours. Dépenses publiques et investissements, quels sont les principaux secteurs? Quels sont les principaux secteurs qui bénéficieront d'un accroissement budgétaire cette année? Santé, éducation, infrastructure, énergie. Je dirais toutes. Parce que tout est prioritaire. Et ceci conformément au programme ou la vision du président Mamadi Doumbouya pour les 15 années à venir, ou la vision du pays, le projet Simandou 2040, tous ces secteurs-là sont importants. Et je prendrai le premier par ordre d'importance, c'est l'éducation. Okay. Après l'éducation, la santé, l'énergie et les infrastructures. On ne voit pas l'agriculture là-bas. Quand on a fait, on ne peut pas travailler. L'agriculture est le premier pilier. D'accord. C'est par rapport à sa question. Bien entendu. Sinon, l'agriculture est le premier pilier du programme Simandou 2040.
Donc, c'était là ces questions qui ont été posées. Je remercie M. Callot pour ces questions. Oui. Merci beaucoup. Oui. Alors, monsieur le ministre, l'émission est quasi terminée. Déjà? Oui, vous pouvez avoir un mot de la fin. Mais est-ce que vous êtes fier du travail abattu par vos équipes des impôts et des douanes? Mais bien sûr. Je ne peux que dire ma satisfaction. Et souvent, on est mal placé pour parler de ses propres progrès. Mais ce que je peux vous dire, lors du dernier conseil interministériel, le Premier ministre a exprimé de façon officielle sa satisfaction, le Premier ministre Amadou Ouriba, sa satisfaction pour le niveau de collecte des recettes. Cela dit, il est sans complaisance, il dit qu'il y a de la marge à faire et on en est conscient compte tenu de l'indicateur sur la pression fiscale. Mais ce qu'on a déjà réalisé, on va poursuivre dans ce sens et on est très fiers. Et on peut se frotter la main pour 2026. Pour 2026, vous savez, quand vous avez beaucoup de défis, en fait, c'est un de mes patrons qui disait ça. La récompense d'un bon travail, c'est plus de travail. Et je le répète tout le temps à mes équipes. Vous avez fait du bon travail, on va vous en demander plus. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Et c'est ce qui nous attend. Et c'est ce qui nous attend. Le dernier mot, monsieur le ministre, pour terminer. Le dernier mot, on a eu beaucoup de défis et d'impondérables en 2025, qui est en train de s'achever. Et nous prions que ça s'achève bien dans la paix. Et que 2026 est plus prometteuse que l'année passée. Et c'est plein de perspectives. Mais ces perspectives ne peuvent se réaliser que si on a un pays en paix et en stabilité, avec un leadership rassurant, celui du président Mamadi Doumbouya. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Fassiné Sylla. Je rappelle que vous êtes le ministre du Budget. Merci à vous également, David, pour la coordination. Merci à vous qui avez suivi cette émission. Merci également aux membres du cabinet. Ça n'est donc terminé. On se reprendra avec un autre ministre pour parler, bien entendu, de son département. Portez-vous bien. Merci beaucoup.